Bonjour, je suis Olivier Derrien, le directeur général de Salesforce en France. Bienvenue à tous les auditeurs pour ce nouveau numéro de Repenser demain, où nous invitons chaque semaine un trailblazer, quelqu'un qui n'a pas peur d'innover sous la contrainte. Alors c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, j'accueille Émilie Depossès, qui est directrice chez Accenture des activités technologiques pour la France et le Benelux. Bonjour Émilie. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme le veut la coutume, la première question, c'est de te permettre de nous présenter Accenture et peut-être plus la division dont tu as la responsabilité. Donc, Accenture, c'est une entreprise mondiale de conseil et de technologie responsable. Nous avons un positionnement particulier sur le marché puisque nous sommes capables de dessiner une promesse avec une ambition et un retour sur investissement, mais également de la réaliser au travers de 4 métiers, la stratégie et le conseil, la technologie, l'agence digitale et également l'externalisation des opérations. Nous sommes présents dans 120 pays avec un peu plus de 500 000 employés au niveau mondial. Et pour la division que je gère sur la France et le Benelux pour la tech, eh bien, c'est à peu près 7 500 personnes. Ouais, ça fait beaucoup de monde, donc bravo. C'est énorme. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, s'il te plaît, de ce qui s'est passé alors en février ou en mars, l'arrivée de la crise qui a touché toutes les sociétés? Comment ça s'est passé dans ta division? Ça a été compliqué, je pense, pour tout le monde et on a dû être extrêmement réactifs. On a eu 2 préoccupations. La première a été essentielle, c'était la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs. Donc pour ce faire, on avait déjà une culture du télétravail, puisque depuis 2010, nos collaborateurs pouvaient être en télétravail. Donc on a dû immédiatement, en l'espace de 48 heures, basculer l'ensemble de nos salariés en télétravail. Ce qui a été facilité par cet ADN, mais quand même un beau challenge en termes de volumétrie et de système. Le deuxième point, c'est on a aussi voulu changer la façon de travailler et tout de suite sécuriser nos personnels. Et pour ce faire, on a mis en place un réseau d'ambassadeurs, donc ambassadeurs sur les projets, mais aussi ce qu'on a appelé les managers à résidence, c'est ceux qui n'étaient pas forcément sur un projet, pour faire en sorte d'avoir de l'écoute du terrain, d'être très proche de nos collaborateurs, de mettre en place des hotlines avec la médecine du travail et détecter ceux qui pouvaient être dans l'isolement ou ceux qui pouvaient être dans la détresse pendant cette période un petit peu délicate. Alors oui, toutes les sociétés, tous les dirigeants avec qui je parle me parlent de l'importance extrême à ce moment-là de s'occuper de ses collaborateurs, de faire en sorte qu'ils continuent à collaborer en fait, et avec des nouveaux outils. Donc ça, c'est un axe qui était aussi arrivé chez vous, quoi. Tout à fait. Et grâce à ce réseau d'ambassadeurs, on a à la fois permis de garder le moral, un moral positif, mais également d'assurer une continuité de service sur l'ensemble de nos opérations, parce qu'on avait aussi des engagements auprès de nos clients qu'il fallait tenir. Et ça a été notre deuxième focus, qui a été la continuité de service. Alors là, oui. Est-ce que tous les clients ont accepté ou certains ont refusé le travail en fait en télétravail, l'émission en télétravail de leurs consultants? Alors déjà, on a des avenants de flexibilité dans l'ensemble de nos contrats. Oui. Donc ça veut dire que ça a facilité aussi ce point-là, le fait de basculer dans le télétravail. On a basculé pratiquement la quasi-totalité de nos projets via télétravail, que ce soit les personnels qui étaient au sein des sites clients, mais aussi au sein de nos centres opérationnels. Par exemple à Nantes ou ailleurs. Et donc, ce qui nous a permis de pouvoir faire en sorte de respecter les normes de sécurité, de respecter, on n'a eu aucun problème matériel, et également de respecter GDPR et les problématiques de protection de données. Mais il a fallu s'adapter. Et je suppose que les interlocuteurs de vos consultants, eux aussi, ils sont passés en télétravail. Il a fallu qu'eux aussi s'adaptent à tout ça. Tout à fait. Et ça a été le vrai challenge, si je peux dire, qui a été de pas seulement revoir la manière dont on opérait nos propres activités, mais également de mettre du lien et de l'innovation dans la manière dont on gardait le contact avec nos clients. Et ça, on l'a fait par des outils de collaboration, on l'a fait aussi par des événements virtuels communs entre nos équipes Accenture et nos clients. Et on a essayé de cadencer l'ensemble de ce confinement de manière assez intense pour garder le contact et faire en sorte que les outils collaboratifs soient suffisamment présents pour assurer le résultat. Alors, on voit 3 phases dans cette crise. La phase où il a fallu arrêter l'hémorragie. Il y a la prochaine, qui est la phase où les gens repensent ou vont repenser à de la croissance. Et puis là, on est toujours dans une phase intermédiaire
passer de l'un à l'autre, ou la réouverture progressive, par exemple, des bureaux, ou la réouverture progressive des activités. Et aider vos clients, aider les clients en général à revenir. Est-ce que vous êtes là au milieu de cette phase? Et effectivement, comme tu le dis, Olivier, il y a eu vraiment ces 3 temps, le temps de la crise. Et pendant la crise, on a aussi été extrêmement présent et on a essayé d'être innovant dans la manière dont on accompagnait. Je peux aussi citer par exemple le cas chez Engie avec Salesforce et Accenture où on a mis en place la plateforme MyTrailhead pour faire en sorte de former et d'utiliser ce temps de disponibilité pour faire en sorte que les vendeurs, donc je crois que c'était un peu plus de 2500 vendeurs qui sont connectés sur l'outil en l'espace de moins de 2 semaines pour faire en sorte de prendre ce temps de formation, mais également de fiabiliser leur propre plan de compte et la manière d'adresser leur métier. Il y a eu un second temps qui était le redémarrage, c'est-à-dire post-confinement. On a énormément aidé aussi d'autres entreprises à mettre ce qu'on a appelé des tours de contrôle pour faire en sorte de reprioriser l'activité et de jouer aussi un rôle de variabilité pour venir les aider à décontraindre le stock d'activités qui s'était accumulé. Et effectivement, ce troisième temps qui est repenser le modèle. Donc, ce n'est pas un retour à la normale, c'est un retour au nouveau normal, si je peux dire, pour pouvoir faire en sorte de se reconcentrer sur des activités cœur, pour immédiatement engorger la grise et en même temps faire en sorte d'identifier des leviers de croissance autour de l'optimisation de la supply chain, autour de la gestion des stocks qui devient plus locale, autour de la réinvention de la relation client avec non pas un retour au full physique, au 100% physique, mais en prenant le meilleur des deux mondes, le monde d'avant et le monde du Covid, ce qu'on appelle le phygital, pour faire en sorte qu'on repense l'expérience client en prenant le meilleur de ce qui s'est passé. Ouais. Alors là, tu nous donnes des exemples concrets en fait de repenser le business model des entreprises. C'est une des facettes de la transformation. On a évoqué un petit peu, bien entendu, la facette technologique, parce que la technologie permet de faire face et de faire des choses qui n'étaient impossibles de faire auparavant. Transformation du business model provoquée sans doute par la crise. Et j'aimerais parler avec toi de la troisième facette, qui est la transformation, pourquoi pas culturelle. Parce que je vois de plus en plus de dirigeants repenser leurs valeurs, les valeurs de leur propre société, en pensant solidarité d'ailleurs, plus qu'auparavant. Peut-être parce que quand on voit des gens souffrir autour de soi, on pense plus solidarité. Est-ce que c'est pareil, tu fais le même constat que moi, repenser l'aspect culturel, l'aspect culture d'entreprise? Complètement. Je pense que ce moment a été aussi moi, j'étais vraiment très fière de voir aussi l'engagement des collaborateurs. Au-delà de tout ce qu'on a pu dire sur les activités, sur le bien-être au travail, ils se sont engagés sur le terrain au travers de mécénat de compétences. Je pense par exemple, des collaborateurs qui se sont mis en groupe pour développer une plateforme sur l'accompagnement scolaire auprès des plus démunis, sur le support aux utilisateurs au titre de la plateforme du gouvernement qui était sur l'engagement civique, au titre aussi des consortiums qui ont répondu présent pour les 10 000 respirateurs du gouvernement. Et Accenture a aussi été présent dans ce consortium-là. Et ça, c'est grâce à cette notion de valeur, comme tu le disais, Olivier, et de nécessité d'engagement pour donner du sens. Et ça, on continue post-confinement, puisqu'en fait, c'est une demande de nos collaborateurs, mais je pense que c'est une demande de tout le monde dans la vie de quotidien, de savoir donner du sens à son travail. Et dans la manière dont on opère nos activités, on se pose systématiquement la question de l'engagement positif autour de l'impact social, sociétal ou environnemental. Et on essaie justement d'allier un capitalisme ou un modèle de capitalisme d'un côté avec un impact positif de l'autre. Quel est ton index de confiance ou ton niveau de confiance que ces décisions ne vont pas être éphémères, que tout ce dont tu nous parles va persister dans le temps? Parce qu'elles sont portées déjà par le comité de direction. Donc, ça veut dire qu'on a un programme autour de la Green IT. On a aussi une personne qui est en charge au niveau du comité de direction sur la responsabilité, le business responsable. Et on a changé aussi les process d'évaluation de nos personnes pour inclure aussi non pas juste des indicateurs, on va dire, purement financiers ou quantitatifs, mais aussi cet impact positif. Et je pense que c'était demandé par tout le monde et cette transformation est nécessaire. En effet, c'est le fait que les directions générales et les comités de direction soient impliqués
qui nous laissent penser que ces décisions-là ou cette adaptation-là peut durer le plus longtemps possible et c'est important en fait. Est-ce que pour la dernière partie de notre discussion, tu peux partager avec nous justement les valeurs? On parlait un peu des valeurs ensemble, les valeurs du groupe Accenture. Quelles sont-elles et comment vous les faites vivre? Tu as donné quelques exemples déjà, mais je pense que ça serait bien que pour nos auditeurs qui les connaissent mieux. On a 6 valeurs clés. On a tout d'abord le respect de l'individu, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, de vivre au quotidien pendant le Covid. Respect de l'individu, ça a été tout de suite le focus sur le bien-être de nos collaborateurs et de faire en sorte qu'on n'isole personne. La deuxième valeur qui est clé, c'est celle de la responsabilité. Et donc, cette notion de responsabilité, comme je l'évoquais tout à l'heure autour des exemples de la Fondation Accenture, mais pas que, de l'engagement de nos collaborateurs, autour de la Croix-Rouge chez soi, de la réserve civique ou autre, c'est aussi savoir allier le travail au quotidien et l'impact positif que l'on peut avoir en tant que personne et aussi en tant que groupe. La troisième valeur que nous portons et qui est également forte, c'est celle de l'accompagnement sur la formation. Et on a plus d'1 milliard d'investissements par an auprès de nos collaborateurs. Et on a justement profité de cette période de Covid pour former de manière très intensive sur 3 sujets clés chez nous, le cloud, la blockchain et l'intelligence artificielle. Et enfin, on a d'autres valeurs comme l'intégrité, savoir respecter, être complètement transparent et être honnête. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui ensemble, de vous dire ce qui se passe. Le réseau mondial et la création de valeur. Et dans cette notion de réseau mondial, en fait, le Covid a d'abord démarré en Chine. Il a été très impacté ensuite par l'Italie avant d'arriver en France. Et le fait d'avoir cette valeur aussi de One Global Company nous a aidé à prendre le meilleur de ce qui avait été mis en place en Chine et en Italie pour pouvoir anticiper au mieux en France. Je pense que c'est la meilleure façon en fait, de conclure notre conversation parce que les valeurs sont les piliers sur lesquels on se repose quand ça souffle dehors. Donc là, la turbulence, elle est forte. C'est la Covid. Certains sont en train d'en sortir, mais d'autres sont encore en plein milieu et souffrent. Et ces valeurs doivent permettre aux sociétés de se différencier. Si elles sont solides, mais si elles sont aussi prolongées par des actions. Les mots sont importants, mais il y a des choses qui sont encore plus importantes que les mots, c'est les actions. Donc pour conclure, qu'est-ce que tu peux peut-être partager avec nous une dernière action sur une de ces valeurs, et ensuite on devra se quitter. Je pense que tout ce qu'on a su mettre en place pendant le Covid, et tu l'as très bien dit Olivier, était de se reconcentrer sur l'humain, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, au final c'est une histoire de femmes et d'hommes, et on a compté, même si on est une entreprise autour de la tech et de l'innovation, c'est avant tout une sortie de crise qui a été effectuée par l'humain et par nos collaborateurs. Et donc, on prend soin d'eux, on a continué de recruter, on a continué de former, on n'a absolument pas profité de la situation pour faire je ne sais quoi, du chômage partiel ou autre. Et ça aussi, ça fait partie de nos valeurs, c'est d'être une entreprise responsable et qui soutient ses employés. L'humain au centre de tout, notamment en période de crise. Merci beaucoup, Émilie, pour ton temps et pour avoir partagé avec nous tous ces exemples. Merci beaucoup. À tous les auditeurs, n'oubliez pas, le pouce en l'air si vous avez été satisfait par cet épisode. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ce qui vous permettra de recevoir les alertes en temps réel et d'avoir accès aux épisodes, aux nombreux épisodes maintenant de Repenser demain. Alors, je vous dis à bientôt au prochain épisode. Au revoir, Olivier.